Dans une forêt terrestre, les prédateurs se déplacent en silence total. Ils survivent en restant indétectés, marchant prudemment sur les feuilles sèches et retenant leur souffle. L'humanité adopte l'approche opposée. Depuis des décennies, nous envoyons des signaux radio à haute puissance dans la galaxie, annonçant notre position exacte à quiconque est capable d'écouter. Nous interprétons l'absence de réponse comme la preuve que nous sommes seuls. Mais il existe une autre possibilité. L'univers pourrait être rempli de vie, mais tous les autres savent quelque chose que nous ignorons. Ils savent que dans une forêt sombre, faire du bruit est un énorme problème. Les mathématiques suggèrent que nous ne devrions pas être seuls. Notre galaxie abrite entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Les données astronomiques actuelles indiquent que la plupart des étoiles possèdent des systèmes planétaires, les relevés d'exoplanètes montrant en moyenne au moins une planète par étoile. Même si les mondes habitables sont incroyablement rares, le volume considérable de la Voie lactée dicte que la vie aurait dû apparaître plus d'une fois. Cette probabilité devient encore plus significative lorsque nous considérons l'élément temps. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. La Terre n'a que 4,5 milliards d'années. Il y avait des étoiles semblables au Soleil qui brûlaient et se stabilisaient des milliards d'années avant même que notre système solaire ne se forme. Si nous assumons la médiocrité, c'est-à-dire que la Terre n'est pas unique, alors des civilisations auraient dû émerger ailleurs il y a longtemps. Une espèce avec une avance de seulement 1 million d'années posséderait une technologie indiscernable de la magie pour nous. 1 million d'années est une erreur d'arrondi sur l'échelle cosmique. Ce n'est rien. Pourtant, ce laps de temps suffit à transformer une espèce d'utilisateur d'outils de pierre en voyageur interstellaire. On s'attend à ce qu'une civilisation avancée finisse par s'étendre. Elle aurait besoin d'énergie et de ressources. Même sans voyage plus rapide que la lumière, une espèce pourrait coloniser toute la galaxie en quelques millions d'années en utilisant des sondes auto-réplicantes ou de lents vaisseaux générationnels. Si elle avait commencé il y a 2 milliards d'années, elle aurait dû terminer le travail maintenant. Leur infrastructure devrait être visible. Nous devrions détecter leur transmission radio, leur consommation d'énergie, ou les signatures thermiques de leur mégastructure. La galaxie devrait être bruyante et surpeuplée. Nous observons exactement l'inverse. Nous pointons nos télescopes vers le ciel et trouvons un vide. Nous écoutons les ondes radio et n'entendons que le bruit statique des étoiles mourantes et le rayonnement de fond cosmique. Nous cherchons des sphères de Dyson ou des signes d'ingénierie stellaire et ne voyons que des formations naturelles. Il n'y a pas d'empreinte. Il n'y a pas de salutation. Les scientifiques ont proposé de nombreuses solutions à ce paradoxe. Certains soutiennent que la vie est simplement beaucoup plus rare que nous le pensons. Ils suggèrent que les conditions pour l'intelligence sont si spécifiques que nous sommes les premiers et les seuls à être arrivés aussi loin. D'autres suggèrent le grand filtre, un obstacle si difficile que toutes les civilisations s'autodétruisent avant de quitter leur planète d'origine. Ces théories supposent que le silence est le résultat d'une absence ou d'une extinction. La théorie de la forêt sombre, popularisée par l'auteur de science-fiction Liu Cixin en 2008, adopte une approche différente. Elle accepte la haute probabilité de vie. Elle suppose que la galaxie est peuplée et ancienne. Elle propose que le silence n'est pas un échec technique ou une rareté biologique. Le silence est un choix. Nous ne les entendons pas parce que notre technologie est faible. Nous ne les entendons pas parce qu'ils restent délibérément silencieux. L'absence de preuve est la preuve. Voici les points clés que nous devons couvrir. Le concept selon lequel nous ne pouvons pas prédire la biologie ou la culture extraterrestre, mais nous pouvons prédire des règles sociologiques. Axiome 1, l'objectif principal de toute civilisation est la survie. Axiome 2, les civilisations s'étendent naturellement et consomment plus de ressources au fil du temps. Mais la matière totale dans l'univers reste la même. Le conflit qui surgit lorsque la croissance infinie rencontre l'espace fini. La conclusion que l'univers est un jeu à somme nulle, où les ressources sont la monnaie ultime. Nous tombons souvent dans le piège d'anthropomorphiser les extraterrestres. Nous les imaginons comme de curieux explorateurs, des conquérants agressifs ou peut-être des enseignants bienveillants. C'est de la pure spéculation. Nous n'avons aucun moyen de savoir comment fonctionne un esprit extraterrestre. Il pourrait ne pas avoir d'émotions telles que nous les comprenons.
Ils pourraient ne pas valoriser l'art, la vie individuelle ou la diplomatie. Tenter de deviner leur psychologie est une impasse parce que nous avons un échantillon de 1. Nous savons seulement comment les humains pensent. Cependant, nous pouvons toujours faire des prédictions sur leur comportement. Nous n'avons pas besoin de connaître leur biologie pour comprendre leur position stratégique. Nous pouvons nous appuyer sur un cadre appelé sociologie cosmique. Ce cadre élimine la culture et la moralité pour se concentrer sur 2 axiomes fondamentaux qui doivent s'appliquer à toute forme de vie capable d'atteindre les étoiles. Le premier axiome est que la survie est le besoin primaire de la civilisation. Cela semble évident, mais c'est le fondement de tout ce qui suit. Si une civilisation ne priorise pas sa propre survie, elle finira par cesser d'exister. Elle pourrait se détruire par négligence ou échouer à se défendre contre une menace. Sur une ligne de temps suffisamment longue, les seules civilisations qui restent dans l'univers sont celles qui placent leur propre existence au-dessus de tout. Cela agit comme un filtre universel. Nous pouvons supposer que toute espèce que nous rencontrons est intensément motivée à rester en vie. Le deuxième axiome est que la civilisation croît et s'étend continuellement, mais la matière totale dans l'univers reste constante. La vie est définie par la reproduction et l'expansion. Une population biologique croîtra jusqu'à atteindre les limites de son environnement. Nous voyons cela dans les bactéries, dans une boîte de pétri et dans les villes humaines qui s'étendent sur la Terre. Une civilisation avancée suivra le même schéma. Elle aura besoin de plus d'énergie. Elle aura besoin de plus de matières premières. Elle aura besoin de plus d'espace vital. Cette croissance est exponentielle. Une espèce pourrait prendre des milliers d'années pour remplir sa planète d'origine. Mais une fois qu'elle maîtrise le voyage spatial, elle pourrait coloniser son système stellaire local relativement rapidement. De là, elle se déplacerait vers des étoiles voisines. Leur consommation d'énergie monterait en flèche. Ils récolteraient des astéroïdes, mineraient des géantes gazeuses et finalement construiraient des mégastructures autour de leur Soleil pour capturer sa production complète. Le problème est que l'univers ne croît pas avec eux. La quantité de matière et d'énergie dans le cosmos est finie. Il y a un nombre fixe d'étoiles. Il y a une quantité fixe de masse utilisable. L'univers est un système fermé avec un espace immobilier limité. Cela crée un conflit fondamental. Si vous avez plusieurs civilisations qui s'étendent de manière exponentielle dans un conteneur qui ne s'étend pas, elles finiront par se croiser. Elles sont des concurrents pour les mêmes ressources. Peu importe si une civilisation est pacifique ou guerrière par nature. Les mathématiques de la croissance les forcent dans une situation où le gain d'un côté est la perte de l'autre. L'univers n'est pas un jardin avec suffisamment d'espace pour que tout le monde prospère indéfiniment. C'est un champ de bataille de ressources finies où la survie dépend de la sécurisation de suffisamment d'énergie pour survivre à la compétition. Ces 2 axiomes préparent le terrain pour un environnement cosmique où la prudence n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité mathématique. Les 2 axiomes de survie et de ressources finies créent un environnement dangereux. Cependant, le véritable catalyseur du conflit est l'incapacité à communiquer. Dans l'histoire humaine, différents groupes pouvaient souvent résoudre les tensions par le dialogue. Si 2 tribus se rencontraient, elles pouvaient parler, échanger, établir des frontières ou des traités. Cela est possible parce que la communication humaine est instantanée et nous partageons un cadre biologique commun. Nous pouvons lire les expressions faciales. Nous pouvons comprendre le ton. Nous pouvons évaluer l'intention. Ce luxe n'existe pas à l'échelle cosmique. Lorsque 2 civilisations se rencontrent à travers l'immensité de l'espace, elles font face à une barrière insurmontable de distance et de méfiance. Cela crée un piège logique connu sous le nom de chaîne de suspicion. Imaginez que la civilisation A découvre la civilisation B. La civilisation A doit maintenant prendre une décision. Elle doit déterminer si la civilisation B est bienveillante ou malveillante. Une civilisation bienveillante respecte la vie et préfère la paix. Une civilisation malveillante est agressive et encline à la destruction. Le problème est que la civilisation A ne peut pas vérifier cet attribut. Elle ne peut pas voir dans l'esprit des extraterrestres. Elle ne peut pas se fier au comportement passé parce qu'il n'y a pas d'histoire partagée. Même si la civilisation A est bienveillante, elle ne peut pas supposer que la civilisation B l'est aussi. Elle doit supposer qu'il existe une possibilité que la civilisation B soit hostile.
C'est le premier maillon de la chaîne. Cela devient plus compliqué. Supposons que les deux civilisations sont en réalité pacifiques. La civilisation A est bienveillante. La civilisation B est bienveillante. Elles devraient être amies. Mais la civilisation A ne sait pas que la civilisation B est pacifique. Plus important encore, la civilisation B ne sait pas que la civilisation A est pacifique. La civilisation B regarde la civilisation A et se demande si elle est sur le point d'être attaquée. Parce que la civilisation B valorise sa propre survie, elle devient méfiante. La civilisation A sait que la civilisation B est méfiante. Alors maintenant, la civilisation A doit s'inquiéter. Elle pense, même si je suis pacifique, il pourrait penser que je suis hostile et m'attaquer par peur. Cela crée une boucle récursive de méfiance. Je ne sais pas ce que tu penses. Je pense que tu penses que la suspicion spirale à l'infini, transformant même la bienveillance mutuelle en conflit inévitable. La diplomatie ne peut pas résoudre cela à cause de la vitesse de la lumière. Si la civilisation A est à 100 années-lumière de la civilisation B, un message disant « nous venons en paix » prend 100 ans pour arriver. Une réponse prend encore 100 ans pour revenir. C'est un écart de 2 siècles. Pendant ce temps, les gouvernements changent, les technologies évoluent, les stratégies changent. Vous ne pouvez pas faire confiance à un message vieux de plusieurs siècles. De plus, envoyer un message est dangereux. Dire bonjour, c'est révéler vos coordonnées. Cela prouve que vous existez et montre exactement où vous êtes. Si l'autre côté est malveillant, vous venez de peindre une cible sur votre dos. Si l'autre côté est bienveillant mais craintif, il pourrait interpréter votre signal comme un prélude à une invasion et vous attaquer de manière préventive. Cela laisse le décideur avec une réalité mathématique froide. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous ne pouvez pas communiquer avec eux en toute sécurité. Vous ne pouvez pas savoir s'ils complotent contre vous. La seule chose que vous savez avec certitude, c'est que s'ils frappent en premier, votre civilisation meurt. Le seul moyen de garantir votre survie est d'éliminer la menace avant qu'elle ne crée un problème. Le seul coup rationnel dans le jeu est de détruire l'autre civilisation immédiatement après sa détection. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas par haine. C'est simplement le seul chemin qui garantit que vous vivrez pour voir demain. La peur inhérente à la sociologie cosmique n'est pas seulement motivée par les capacités actuelles, elle est motivée par le potentiel de croissance future. Nous avons tendance à voir le progrès comme une montée lente et régulière. Nous regardons l'histoire et voyons un chemin linéaire des outils de pierre au fer, à la vapeur et enfin au silicium. Cette perspective est trompeuse. Le progrès technologique n'est pas linéaire. Il est exponentiel. Il s'accélère. Considérez l'histoire de l'humanité. Pendant des dizaines de milliers d'années, notre technologie est restée relativement statique. Nous avons utilisé les mêmes outils de base pendant des générations. Puis nous avons découvert l'agriculture. Le rythme a augmenté. Puis est venue la révolution industrielle. Le rythme a explosé. Nous sommes passés de l'équitation à l'alunissage en moins de 100 ans. Nous sommes passés de la fission de l'atome à la construction d'un réseau numérique mondial en quelques décennies. L'écart entre l'utilisation du feu et l'exploitation de l'énergie nucléaire est massif en termes de capacité, mais c'est un clin d'œil en termes de temps cosmique. Cette accélération crée un problème stratégique massif pour toute civilisation avancée observant l'univers. Lorsqu'ils regardent et repèrent une autre espèce, ils ne voient pas seulement ce qui est là. Ils calculent ce qui sera là demain. Imaginons qu'une civilisation hautement avancée découvre la Terre. Ils nous voient tels que nous sommes maintenant. Nous sommes primitifs par rapport à eux. Nous ne pouvons pas quitter notre système solaire. Nous ne représentons aucune menace physique immédiate pour eux. Il pourrait sembler sûr pour eux de nous ignorer ou de nous observer de loin. Cependant, ils savent à propos de l'explosion technologique. Ils savent que les civilisations ne restent pas primitives. Ils savent que s'ils nous laissent tranquilles, nous ne resterons pas dans notre état actuel. Dans 200 ans, nous pourrions maîtriser l'énergie de fusion. Dans 500 ans, nous pourrions avoir des flottes capables de voyages interstellaires. Dans 1000 ans, nous pourrions être leurs égaux. 1000 ans n'est rien pour l'univers, c'est une quantité de temps négligeable. Mais dans cette quantité de temps négligeable, un insecte inoffensif peut évoluer en un rival mortel. Cela signifie que l'équilibre des pouvoirs dans l'univers est toujours en flux. Une civilisation faible n'est qu'une civilisation forte en attente. Cela supprime l'option de la miséricorde.
Une civilisation supérieure ne peut pas se permettre de laisser une primitive tranquille parce que la primitive finira par devenir un concurrent pour les ressources. Il est plus sûr d'éliminer la menace potentielle pendant qu'il est encore facile de la détruire. S'ils attendent, l'opportunité pourrait être perdue. Le voisin faible que vous épargnez aujourd'hui pourrait être le géant technologique qui vous anéantit demain. Le seul moyen d'assurer votre position au sommet est de constamment tailler le jardin. Vous devez enlever tous les germes avant qu'ils ne deviennent des arbres qui bloquent votre soleil. Cette nécessité transforme l'univers en un endroit où les forts détruisent les faibles, non par malveillance, mais par un simple calcul de risque futur. Toutes ces règles et calculs se rassemblent pour former une seule image glaçante de notre réalité. L'univers n'est pas un vaste océan vide, attendant d'être exploré. C'est une forêt sombre la nuit. Dans cette forêt, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des chasseurs armés. Chaque civilisation est un chasseur traquant à travers les arbres. Ils écartent doucement les branches. Ils marchent sur les feuilles sèches pour éviter le son d'un craquement. Ils régulent leur respiration pour être aussi silencieux que possible. Ils ne se cachent pas parce qu'ils sont lâches. Ils se cachent parce qu'ils sont en vie. La forêt est pleine d'autres chasseurs. Certains sont vieux et puissants. Certains sont jeunes et imprudents. Certains sont des monstres inimaginables. D'autres sont comme le premier chasseur, effrayés et essayant de survivre. Mais dans l'obscurité, ils ont tous la même apparence. Vous ne pouvez pas faire la différence entre un prédateur et un pèlerin quand vous ne pouvez voir que des ombres. Si un chasseur voit un mouvement, il ne peut pas se permettre de poser des questions. Il ne peut pas allumer une torche pour mieux voir. Cela révélerait sa propre position à tous les autres dans la forêt. Il ne peut pas crier pour demander si l'autre forme est amicale. Le bruit attirerait l'attention. Il sait que l'autre forme pense la même chose. Il sait que l'autre forme est armée. Par conséquent, il n'y a qu'un seul plan d'action pour le chasseur. En découvrant une autre forme de vie, il doit tirer. Peu importe si l'autre vie est un ange ou un démon, peu importe si c'est un vieil homme ou un nourrisson sans défense. Dans la forêt sombre, toute autre vie est une menace pour votre propre existence. Le chasseur tire pour tuer, puis il continue. Il se fond dans les ombres et continue sa patrouille silencieuse. Cette métaphore change la façon dont nous regardons le cosmos. Nous pensions que l'univers était silencieux parce qu'il n'y avait personne là-bas. Nous pensions que l'absence de signaux radio signifiait que nous étions les premiers à arriver. Cette théorie suggère le contraire. L'univers est incroyablement peuplé. Il grouille de civilisations. La raison pour laquelle il est si silencieux, c'est que tous les autres sont assez intelligents pour garder leur bouche fermée. Les étoiles que nous voyons ne sont pas des lumières guides. Ce sont des feux de camp d'ennemis potentiels. Le vide noir entre elles n'est pas un espace vide. C'est la couverture de l'obscurité où les chasseurs attendent. Le silence que nous observons n'est pas un silence naturel. C'est un silence forcé. C'est le calme d'un champ de bataille avant le premier coup de feu. C'est la retenue collective du souffle de 1000 milliards d'espèces différentes qui comprennent toutes les règles du jeu. Elles écoutent toutes, elles regardent toutes, et elles ont toutes peur d'être trouvées. Cette théorie peint une image sombre du cosmos. Si elle est vraie, alors l'humanité a fait une erreur catastrophique pendant le dernier siècle. Nous avons agi en opposition directe avec la stratégie de survie utilisée par toutes les autres civilisations. Pendant que le reste de l'univers retient son souffle dans l'obscurité, nous avons crié à tue-tête. Nous nous sommes activement engagés dans le METI, ou l'envoi de messages à l'intelligence extraterrestre. Cette pratique est enracinée dans l'optimisme anthropomorphique, la croyance que les extraterrestres avancés seraient moralement bienveillants et accueillants. Nous avons construit des émetteurs massifs et les avons pointés vers des amas d'étoiles qui semblent prometteurs. Nous avons envoyé le message d'Arecibo en 1974. C'était une transmission directe conçue par Frank Drake et Carl Sagan, contenant des informations sur notre ADN, notre forme humaine, notre population et la position exacte de notre planète dans le système solaire. Nous avons littéralement envoyé une carte vers notre porte. Nous avons mis des disques plaqués or sur les sondes Voyager avec des instructions sur comment nous trouver et jouer notre musique. Nous traitons l'univers comme un quartier amical où tout le monde est impatient de rencontrer de nouvelles personnes. Ce comportement découle d'une hypothèse culturelle profonde. Nous supposons que l'avancement technologique apporte l'avancement moral.
Nous croyons que si une civilisation est assez intelligente pour construire des vaisseaux spatiaux, elle doit aussi être assez sage pour valoriser la paix et la coopération. Nous imaginons qu'ils nous regarderont avec gentillesse. Nous espérons qu'ils résoudront nos problèmes ou guériront nos maladies. La théorie de la forêt sombre suggère que c'est une erreur fatale. Elle implique que la moralité est un luxe qui ne survit pas aux mathématiques dures de la sociologie cosmique. En diffusant notre existence, nous n'invitons pas un sauveur. Nous annonçons nos ressources à tout concurrent à portée d'écoute. Nous sommes comme un enfant perdu dans une jungle remplie de prédateurs qui décide d'allumer un feu de joie massif et de crier à l'aide. L'enfant suppose que quiconque l'entendra viendra le sauver. Il ne comprend pas que les tigres écoutent aussi. La seule raison pour laquelle nous sommes probablement encore en vie est l'immensité de l'espace. Nos signaux radio ne voyagent que depuis un peu plus de 100 ans. Ils forment une bulle de bruit autour de la Terre d'environ 200 années-lumière de diamètre. À l'échelle de la Voie lactée, c'est un point minuscule. Peut-être que nous n'avons pas été entendus parce que notre voix n'a pas porté assez loin pour atteindre un chasseur. Cependant, cette bulle est en constante expansion. Chaque année, notre signal atteint de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes potentiels. Nous annonçons continuellement notre présence à un public de plus en plus large. Si la galaxie est vraiment une forêt sombre, nous jouons un jeu très dangereux de roulette russe. Nous parions la survie de toute notre espèce sur l'espoir qu'il n'y a personne là-bas, ou que ceux qui sont là-bas ne sont rien comme nous. Nous parions que le silence est vide plutôt que stratégique. Si nous avons tort, nous pourrions ne pas réaliser notre erreur, jusqu'au moment où la forêt décide de répondre. La théorie de la forêt sombre offre une solution au paradoxe de Fermi qui est logiquement solide, mais profondément troublante. Elle ne nécessite aucune hypothèse complexe sur la biologie ou la culture extraterrestre. Elle ne repose que sur la simple volonté de survivre et la certitude mathématique des ressources finies. Elle explique parfaitement le grand silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un écran. Bien que l'idée de la forêt sombre soit populaire dans la science-fiction, la plupart des scientifiques la voient comme une expérience de pensée intéressante, pas une réalité probable. Ils soutiennent qu'elle suppose que toutes les civilisations avancées sont naturellement hostiles et paranoïaques, même s'il n'y a aucune preuve de cela. Les critiques disent que la théorie projette les peurs humaines sur les extraterrestres et repose sur une réflexion du pire des cas. Par exemple, Seth Shostak de l'Institut SETI croit que le danger est exagéré et que les civilisations extraterrestres seraient probablement curieuses, coopératives ou simplement désintéressées par nous. Jill Tarter, ancienne directrice du SETI, rejette également l'idée que la peur devrait nous garder silencieux et soutient les recherches actives et optimistes de vie intelligente. Stephen Hawking a averti que contacter des extraterrestres pourrait être risqué, mais il n'a jamais affirmé que l'univers est rempli de civilisations attendant de se détruire mutuellement comme le suggère la forêt sombre. De nombreux scientifiques préfèrent des explications plus simples pour le silence. Des alternatives comme l'hypothèse du zoo, les civilisations avancées nous observant sans interférence, la rareté de l'intelligence, ou les grands filtres sont souvent préférés, car la prémisse de la forêt sombre d'expansionnistes paranoïaques manque de preuves et néglige les possibilités de coopération. Si cette théorie est vraie, notre recherche d'intelligence extraterrestre n'est pas une noble entreprise scientifique. C'est une menace pour notre avenir. Le silence de l'univers n'est pas un signe de solitude. Il pourrait être un signe de danger. C'est le silence d'une pièce où tout le monde tient une arme et attend que quelqu'un d'autre fasse un mouvement. Cette perspective change notre compréhension de notre place dans le cosmos. Nous regardons souvent les étoiles avec un sentiment d'espoir. Nous rêvons d'une communauté galactique où la connaissance est partagée. La forêt sombre arrache ce rêve. Nous sommes laissés avec un choix entre deux réalités. Dans une réalité, nous sommes vraiment seuls dans l'univers. Nous sommes les seuls esprits conscients dans une galaxie morte. C'est une pensée solitaire. L'alternative est que nous sommes entourés de vie, mais que cette vie est hostile par nécessité. Nous sommes entourés de civilisations qui nous détruiraient, non par haine mais par peur. Dans cette réalité, le silence est la seule chose qui nous garde en sécurité. Le vide que nous voyons est en fait notre bouclier. Peut-être vaut-il mieux que nous n'entendions rien. Le bruit statique du radiotélescope pourrait être le son le plus réconfortant de l'univers. Cela signifie que nous sommes toujours cachés.
Cela signifie que la forêt ne nous a pas encore trouvés. Nous existons dans une fenêtre rare de temps où nous sommes assez avancés pour comprendre l'univers, mais peut-être encore assez primitifs pour passer inaperçus. Cette ignorance est une forme de protection. Alors que nous continuons à pousser dans la galaxie, nous perdons cette protection. Nous remplaçons la sécurité de l'obscurité par le risque de l'exposition. Il y a une ironie profonde ici. La curiosité même qui nous pousse à explorer les étoiles pourrait être le trait qui nous condamne. Nous sommes poussés à savoir ce qui est là-bas. Nous voulons trouver d'autres. Nous voulons prouver que nous ne sommes pas un accident cosmique. Mais ce faisant, nous pourrions marcher directement dans un piège que des espèces plus anciennes et plus sages ont appris à éviter pendant des millions d'années. La théorie suggère que l'action la plus rationnelle pour l'humanité est d'arrêter de chercher. Nous devrions éteindre les émetteurs. Nous devrions embrasser le silence. Nous devrions nous contenter de notre solitude, parce que l'alternative est une guerre que nous ne pouvons pas gagner contre un ennemi que nous ne pouvons pas voir. En fin de compte, la forêt sombre n'est qu'une théorie. C'est un modèle mental construit sur des hypothèses. Mais c'est un modèle qui correspond aux données que nous avons. L'univers ressemble exactement à ce qu'il ressemblerait s'il était une forêt sombre. Il est vaste, il est silencieux, il est indifférent. Alors la prochaine fois que vous regardez les étoiles, rappelez-vous ce que vous voyez. Vous ne regardez pas seulement des soleils lointains. Vous pourriez regarder le camouflage d'un milliard de chasseurs silencieux. La beauté du ciel nocturne est réelle, mais le silence est un avertissement. Et pour l'instant, ce silence est la meilleure nouvelle que nous puissions espérer.